Après, quand on veut blaguer, on n'est pas encore en public là. Moi, je dis aux amis que c'est une. Non, mais par contre, on a enregistré, Christophe. Alors, Ah bonjour à mince! toutes et à tous, bienvenue dans la Q-Unit. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on a fait une petite amélioration de qualité avec tous nos fonds noirs. Donc, j'espère qu'on voit tout le monde bien aujourd'hui. Donc, moi, je suis très content d'avoir aujourd'hui donc Iman, Christophe, Farah, Jean-François et Olivier et Johan, donc, qui se présenteront aussi rapidement. Et donc aujourd'hui, on est là pour discuter d'une problématique qu'on voit tous dans l'écosystème et où on n'a pas encore beaucoup de solutions. C'est le challenge des compétences et en plus sur des compétences qui n'arrêtent pas d'accélérer pour le quality engineering. Donc du coup, je vais laisser du coup chacun se présenter rapidement et puis après Jean-François nous fera un peu son partage de pain points qu'il rencontre hier, aujourd'hui et demain sur les compétences et on démarrera là-dessus. Donc honneur à Farah ou Iman pour se présenter. Iman. Merci Farah. Oui, donc Iman Benlekial, expert dans le test depuis une bonne quinzaine d'années. Aujourd'hui, responsable de la pratique QA pour nos 4 centres sous-secteurs ici au Canada. Donc, j'ai une expérience variée en France et ici avec des problématiques assez communes. Mhm, mhm. Vas-y, Farah. Alors moi, c'est Farah Chapchoub et en fait, je suis experte en qualité. Je travaille dans ce domaine depuis plus de 8 ans maintenant. J'ai été également Head of QA chez MongoPay et après chez Lastorm. Aujourd'hui, je suis experte stratégique qualité indépendante, mais également en poste chez Encore Store. Et, Johan. Yes, bonjour tout le monde. Donc, Johan Gagiro, 10 à 15 ans d'expérience dans les sujets de testing et de qualité en général, tombé par hasard dans le monde du testing et encore plus par hasard dans le monde du luxe. Au départ, original feignant à l'école, mais qui aimait créer des choses à côté et qui a mis toute cette énergie en application dans le cadre de mon boulot. Voilà. Et aujourd'hui, donc, j'adresse les sujets de qualité sur les sujets front office pour la branche beauté du groupe LVMH. Voilà. Ok, challenge aussi là. Christophe. Bonjour. Alors, qui je suis, au-delà du fait que j'ai commencé l'informatique en 1982, j'ai ensuite dévié bien sûr vers le test, écrit 2 livres, fait aussi des jeux de cartes comme ça. Hop. Si vous êtes malin, vous pouvez me demander. Ah bah oui, t'as qu'à faire quoi. Et je partage dès que je peux. Ok, cool. Olivier. Olivier Hennemont, donc, je suis actuellement le chef de la qualité à la tech chez Mano Mano. Et moi, j'ai un background d'engineering manager et j'ai démarré comme développeur. J'adore le code de qualité. J'aime un peu moins les tests, ça me passionne moins, mais je suis passionné vraiment par les produits de qualité et je pousse mes équipes à faire en sorte d'avoir de très bons produits. Voilà, ravi de pouvoir discuter avec vous de ces sujets-là. Merci. Et Jean-François, tu peux te présenter et switcher sur l'intro du coup. Tout à fait. Merci, déjà merci Antoine pour l'invitation. Donc moi je suis Jean-François Frézy, je suis coach test et porteur de la practice test chez OSI, donc qui est une société de service. Donc moi mon rôle c'est d'avoir une vision de la qualité auprès de nos clients et aussi en interne. Et Test, ça rejoint beaucoup le sujet qu'on a initié avec Antoine et auquel on a déjà échangé avec Olivier, Farah ou bien Christophe que je connais. C'est vraiment cette perspective de se dire on a besoin de mettre plus de qualité sur les projets et c'est pas que le test. Donc on parle beaucoup de qualité. Donc en ce sens, le quality engineering, au-delà de quality assurance, prend tout son sens parce qu'on doit prendre toutes les parties prenantes et on se retrouve avec des besoins de partager la qualité, d'avoir des compétences très fortes sur des sujets de test, de qualité, de DevOps, de clean code, d'IA de plus en plus, avec des compétences qui évoluent très rapidement et on se retrouve tous à chercher le mouton à 5, 6, 7, 8 pattes maintenant. Tout le monde le veut, déjà que tout le monde veut le testeur agile qui sait faire plein de choses, mais là on est en train de passer, à l'échelle, sans jeu de mots Christophe, sur les compétences et on se retrouve, personnellement je trouve dans une problématique de se trouver, toutes ces compétences en une seule personne et donc le sujet d'aujourd'hui c'est de se dire, vous
quelles sont les compétences dont vous avez besoin dans vos projets, dont vous cherchez, et surtout après, comment on fait pour que les personnes qui vont porter la qualité, eh ben, ils acquièrent ces compétences au fur et à mesure parce que bah déjà, il y en a très peu qu'on acquiert en sortant d'école Mmh. d'informatique ou d'école d'ingénieur et qu'on a un déficit aussi de formation dans nos entreprises en général. Donc, nous, comment on peut mettre notre petit grain de sable pour prêcher la bonne parole et faire en sorte que nos testeurs et nos porteurs de la qualité puissent avoir cette envie de s'améliorer et d'acquérir ces compétences. Mmh. Je te Ouais. passe le relais, Antoine. Ouais, tu as juste pour partager, je sais pas si Olivier et Iman, ou en termes de, vous partagez les mêmes points de vue, comme je pense que c'est intéressant. Olivier, tu as quand même effectivement la boîte Mano Mano, enfin, je sais pas si on la considère en hyper croissance, mais en tout cas, c'est une croissance significative. Et Iman, comme tu es de l'autre côté d'un autre continent, je pense que c'est aussi intéressant de recroiser en se disant, on parle pas que d'une problématique franco-française, en fait. Non, effectivement, le problème qu'on a eu, donc avant la Covid, parce qu'il y a le avant et après la Covid, il est similaire. Ça veut dire effectivement trouver les bonnes personnes avec les bonnes compétences, c'était pas quelque chose de facile et on avait tendance ici au Canada d'aller les chercher à l'extérieur, en Europe, en Afrique du Nord, en Asie, etc. Et il y a eu la Covid, donc fermeture des frontières. Le Canada a eu ses frontières fermées pendant très longtemps. Et donc, on n'avait plus de personnes qui arrivaient de l'extérieur, donc il fallait assez rapidement trouver des solutions. Et donc, c'est pour ça que ton sujet m'a fortement intéressée, parce que c'est un problème sur lequel on s'est penché depuis l'année dernière. Donc, on a déjà des solutions, enfin, des solutions. On a trouvé déjà des axes depuis l'année dernière et qu'on a enclenchés. On les a variés pour multiplier les chances et c'est ça. Donc oui, le problème était similaire, voire accéléré ici. Moi, je suis assez en Olivier? face sur ce que dit Iman, que le Ouais. Covid a Vas-y. accéléré les Ouais, compétences à trouver. Ouais, Voilà. Compétition internationale sur les mêmes personnes, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, quoi. C'est un peu le c'est ça. problème, quoi. Ouais. Et toi, Olivier, du coup, comment tu trouves des mecs qui font de la bonne qualité upstream, du coup? T'en trouves ou pas? Alors, c'est un vrai challenge, évidemment. Nous, on a la chance d'être aussi sur 2 pays. On a des bureaux en France, mais aussi en Espagne, donc ça nous offre plus de possibilités en termes de recrutement. Et de plus, on autorise le travail à distance, à temps plein. C'est une nouveauté. C'était vraiment un frein auparavant. Donc, depuis quelques mois, on l'autorise. Ça nous permet de recruter des gens qui sont géographiquement loin des bureaux. Ensuite, en termes de profil, effectivement, je crois que c'est Jean-François, tout à l'heure, tu disais que c'est très dur de trouver un mouton à 25 pattes. C'est quasiment impossible. Donc on est obligé de spécialiser les types de postes sur lesquels on recrute. Et aujourd'hui, j'ai 4 types de postes dans mon équipe. Donc on a les lead quality assistance. J'ai failli dire assurance, c'est assistance. Où on n'assure rien, mais on aide les gens à mettre en place de l'amélioration continue. Les lead QA sont aussi des managers, donc ils managent des quality advisors. Ce sont des personnes qui sont là pour faire de l'accompagnement au niveau des équipes de développement de produits et qui sont là pour effectivement faire entrer dans la discussion les sujets d'amélioration continue, essayer de faire analyser les causes racines suite à un problème en production, par exemple, pour que les équipes rentrent dans une phase de réflexion et qu'elles se disent voilà, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois, comment on pourrait prévenir ce genre de problème. Donc c'est l'idée. Ça, c'est sur la partie plus, on va dire, méthodologie, shift left, des choses comme ça. Ensuite, il y a la partie qui est plus liée au code, où là, on a des coachs craftsmanship qui vont essayer de donner envie aux développeurs d'apprendre des pratiques. Alors, je dirais pas les bonnes pratiques, parce que je n'y crois pas trop, mais des pratiques différentes, des pratiques peut-être plus modernes,
Et enfin, on a des personnes qui sont des développeurs, qui sont là pour mettre en place du tooling, pour justement que les développeurs entrent plus facilement dans cette démarche de pouvoir toujours faire mieux. Ouais, l'engineering productivity, l'automation, etc. quoi, c'est ça. Des choses comme ça, et aussi beaucoup de training. On fait des workshops, des dojos, des choses comme ça pour que ces personnes-là puissent initier, par exemple, une amélioration technique et redonner la main aux développeurs ensuite pour la suite. D'accord. Et Olivier, est-ce que tu en as côté Ops aussi, avec un peu du Shift Right ou pas encore, justement, dans cette réflexion de Alors, nouvelles pas dans mon compétences? équipe. Chez ManoMano, on a ça, mais c'est pas mon équipe. Mais c'est évidemment le corollaire. Je vois pas de shift left possible sans shift right. Sinon, on laisserait un trou béant pour les utilisateurs en termes d'expérience. Si personne ne sait ce qui se passe, c'est quand même très dommage. La partie shift right, donc sur la partie technique, donc tu disais DevOps, monitoring, alerting, il y a aussi les retours clientèle qui sont extrêmement importants. On travaille main dans la main avec l'équipe design et UX pour pouvoir réinjecter les feedbacks utilisateurs dans cette démarche d'amélioration continue. Je pense que ce que vaut Olivier dans une scale-up ou Farah dans une startup, c'est pas forcément nous ce qu'on voit avec des clients finaux du CAC 40, Christophe et moi, où on part d'un legacy beaucoup plus historique, où le chemin est beaucoup plus long, mais ces entreprises-là, elles ont aussi envie d'y aller beaucoup plus vite et elles injectent beaucoup de moyens dans des nouveaux produits, des nouvelles compétences. Et on se retrouve justement on va dire, à un moment donné, on cherchait des profils sur des AppyFew, sur des startups et des scale-up, et maintenant, quasiment tout le monde en cherche. Le Craftman, je ne connais pas une seule boîte qui ne me parle pas de Craftman en ce moment. De quality engineer, même s'ils ne l'appellent pas comme ça, ils cherchent des quality engineers. Il y a vraiment en 2 ans, un changement en fait, c'est lié à l'accélération de la digitalisation de tous les processus métiers. Clairement, pour aller plus vite, plus efficace et d'être vraiment dans ce mode accelerate dans lequel tout le monde rentre à plus ou moins une vitesse différente, on va dire, mais ce qui fait que je trouve qu'il y a une standardisation des recherches avec ces compétences-là, et ce qui tend vraiment le marché de façon, moi personnellement, comme je l'ai jamais vu dans le test et la qualité. Moi, je l'ai vu dans les développements à une époque, mais je l'avais jamais vu à ce niveau-là sur des profils qui mettent la qualité au centre du développement du produit logiciel, pour être beaucoup Jeff, plus je suis large que bon dans juste ce le que tu testeur. dis. Ouais. Voilà. Je suis bon dans ce que tu dis, mais en fait, comme ça, ce qui se passe, c'est que actuellement, on va dire, alors déjà, les entreprises essaient de se chercher avec cette digitalisation du marché, mais il y a aussi, du coup, le métier du testeur qui change. Avant, c'était le mec qui était en bout de chaîne, et puis, du coup, on lui faisait un petit peu miroiter qu'il allait tester des choses, mais finalement, il y a de moins en moins de jours et de voire d'heures pour pouvoir tester le truc. Et maintenant, pour le coup, avec ce fameux testeur moderne, il y a d'une part les entreprises qui n'ont pas encore atteint cet état d'esprit, qui du coup essayent toujours de trouver un modèle sur lequel ils arrivent à se rattacher, donc avoir des TRA où c'est bien cloisonné, il y a un gros silo qui est là avec une boîte de jolis contrats. Et l'entreprise qui est arrivée à aller un petit peu plus loin, à comprendre un petit peu plus le flow, comment ça se passe. Et du coup, le marché du test, non seulement poussé par les entreprises, mais aussi adressé par ceux qui s'intéressent au test de façon plus ou moins prégnante, il y a deux espèces de sphères, deux espèces de nuages comme ça qui sont présents, qui ont un petit peu du mal à se rencontrer, avec des gens des testeurs qui ont fait le step, des entreprises qui n'ont pas forcément fait le step et réciproquement. C'est beaucoup le flou en ce moment, en fait. Il n'y a pas autant de visibilité qu'il y a 20 ans en arrière ou autre. Donc oui, entièrement d'accord, Jeff. D'accord, Christophe, et je dirais ça répond aussi à une problématique où on voit que cet ancien monde et ce nouveau monde cohabitent avec quand même encore une grande dominance des testeurs fonctionnels dans les sociétés traditionnelles. Et ce qui fait qu'on a des gens, peut-être que ça fait 10 ou 15 ans, qui ont une très bonne connaissance métier, qui connaissent des grands systèmes et qui déjà n'utilisent peut-être déjà plus les bonnes pratiques ISTQB. Et donc, on leur demande d'aller dans l'agilité et le DevOps, voire de comprendre, voire d'apprendre l'automatisation.
Et en fait, pendant 10 ans, on les a laissés dans un marasme de faire leur quotidien toujours de la même façon. Et ils n'ont pas eu cette culture du changement et du challenge. Et on doit s'appuyer quand même sur ces gens-là, mais pour faire de nouvelles choses. Donc c'est quand même antinomique de pouvoir y arriver. Et toute la problématique de nos recherches de compétences de façon globale, et aussi du fait qu'il faut, début de solution, quand même former nos collaborateurs et toutes les équipes pour qu'ils puissent avoir un minimum de compétences pour pouvoir adresser ces sujets-là. Et plus que former, il y a un entrepôt aussi qui est intéressant, c'est qu'en fait, si vous regardez bien historiquement, le test, c'est le dernier du carrosse. Dernièrement, j'ai discuté avec un pote avec qui j'ai fait mes études d'ingénieur. Il a été employé chez Sun, qui maintenant est devenu Oracle. Et il me dit comme ça, mais tu sais, chez nous, les testeurs, c'est qu'ils sont bidons, ils n'y comprennent rien. Alors, évidemment, cet esprit va expliquer déjà, quoi. Mais vous avez tout à fait raison. Effectivement, la demande en qualité a été accélérée par plusieurs phénomènes. Déjà, par le biais de l'offre et la demande. Avant, il n'y avait pas tant de technologie. On se contentait d'un contrôle alt-sup. Ce n'était pas grave. Aujourd'hui, c'est plus possible de faire du contrôle alt-sup. On a besoin de plus en plus de qualité. Il y a ce phénomène. Vous avez le phénomène, vous en avez parlé, de la digitalisation. C'est quelque chose qui est en train de voilà, notre monde est en train de se connecter. Donc, on ne parle plus de système, mais d'écosystème à écosystème. Quand on va avoir la maison connectée, à la voiture connectée, tous ces systèmes-là sont connectés. Et il y a un autre phénomène que j'aime le mieux, et c'est celui-là qui bouge les entreprises à être conscients de la qualité. C'est malheureusement apparaître dans les médias, dans les réseaux sociaux, quand il y a un bug. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il était assez, on va dire, ce n'était pas quelque chose qu'on voyait. Aujourd'hui, clairement, on le voit. Et il y a des catastrophes humaines. Ici, au Canada, il y a eu un projet Phoenix, donc avec un « et ». Ils ont revu le fédéral, au niveau fédéral, ils ont modernisé le système de paye des fonctionnaires. Ils ont fait la même chose que ce que certaines entreprises font, c'est-à-dire il faut sortir le produit, il faut sortir le produit. Ils ont sorti le produit. 4 ans, 5 ans après, il y a encore le même problème. Ça a été des drames pour certaines familles qui n'ont pas reçu leur paye pendant des mois et donc perdu leur maison, etc. Donc, ces choses-là commencent à apparaître de plus en plus parce qu'on se digitalise de plus en plus, parce que les effets sur nos vies sont de plus en plus importantes. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, certaines entreprises sont forcées de comprendre la qualité et de dire, OK, vous faites quoi, vous, les tests, au fait? Effectivement, c'est peut-être un petit peu important. Ils sont un peu maladroits dans leur démarche, effectivement. Je ne sais plus si c'est Jean-François ou Christophe qui l'a dit. C'est-à-dire qu'ils vont dire, OK, il nous faut des tests. Alors, vous testez, mais ils n'ont pas toute la démarche, tout l'état d'esprit qu'il faut mettre en place, toutes les compétences nécessaires. Et surtout, ramener des testeurs, ça ne va pas forcément solutionner leur problème de fond. On voit juste plus de problèmes avant, c'est tout. Oui, D'ailleurs, encore plus, c'est mais ça. voilà, ça n'améliore pas la qualité. Non, Effectivement. Si je me permets, Antoine, peut-être Farah, toi, d'être dans un écosystème aussi très dynamique, tu vois quoi, toi, comme besoin et compétences? C'est une très bonne question. Alors moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu le domaine de la qualité vraiment évoluer depuis les débuts. En gros, quand je suis arrivée au début depuis mes débuts à moi, qui sont depuis 10 ans, hein. Donc du coup, quand j'avais commencé, je commençais plutôt à avoir des gens qui s'intéressaient à revoir des spécifications, à faire des tests manuels, etc. En 2015, après, j'ai vu qu'on commençait à chercher de plus en plus d'automaticiens, etc. Chez Mango, quand j'y étais, on a commencé à introduire aussi des notions comme l'observabilité, comme l'agile testing, etc. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de passer un nouveau momentum. Et que, en fait, aujourd'hui, si on regarde par exemple des boîtes comme Netflix, comme Stripe, comme Shopify, Shopify, vraiment, je trouve que l'exemple est très intéressant.
Mais en fait, il n'y a plus de QA. Il n'y a plus de QA et on veut vraiment que les développeurs ont la qualité. Et aujourd'hui, j'ai rejoint Anchor Store et la première chose que mon CTO m'a dit, c'est qu'on veut que les développeurs ont la qualité, mettent en place eux-mêmes l'automation, soient aware de la valeur ajoutée du test et de toutes les best practices de la qualité tout au long de la chaîne de développement. Et en fait, c'est là où je trouve que on va aller chercher quelque chose de nouveau sur les profils qu'on va avoir dans les équipes qualité. Et je m'explique, c'est-à-dire peut-être qu'avant, en fait, on cherchait des gens qui allaient être uniquement des doueurs, donc des gens qui allaient implémenter, qui allaient automatiser, qui allaient prendre le ownership de la qualité. Aujourd'hui, on cherche des personnes qui vont inculquer cette vision-là chez les développeurs, chez le product, chez un peu tout l'écosystème en fait, dans lequel on travaille. Et donc, du coup, en fait, il faut qu'ils soient aussi en capacité de les coacher. Et quand on dit, par exemple, quelqu'un qui va coacher un développeur sur l'automation, il faut qu'il soit lui-même aussi bien que le développeur pour pouvoir le conseiller. Pareil sur le product. Si on veut conseiller le product sur comment écrire sa story et avoir à penser au test à faire une fois que c'est développé, il faut qu'on soit aussi bon qu'un product sur la vision produit et sur l'analyse fonctionnelle de la feature. Et moi, je pense qu'en vrai, aujourd'hui, ce qu'on va chercher, en tout cas, moi, aujourd'hui, ce que je vais rechercher et ce que je pense qui est du coup difficile à trouver, mais pas tant que ça en vrai, c'est qu'on va chercher des software engineers, par exemple, mais qui vont faire de la QA. On va chercher des DevOps, mais qui vont faire ça d'un point de vue qualité. On va chercher des products, mais qui vont faire de la qualité. Et donc, en fait, on va plutôt prendre des gens qui sont très, très bons dans leur domaine et qui ont une capacité de leadership, d'éducation et de pédagogie pour éduquer les autres métiers et que finalement, peut-être, je ne sais pas si c'est ça la réponse ou pas, mais je n'ai pas encore la réponse à cette question, mais peut-être que finalement, ces rôles-là vont disparaître pour redevenir une partie prenante dans leur métier de base, et continuer en fait juste à évangéliser, à aider, éduquer ces métiers. Donc voilà, moi je pense que vraiment aujourd'hui on est sur un vrai changement de paradigme et notre rôle, en tout cas moi je vois que mon rôle aujourd'hui en tant que manager et leader, c'est aussi comment accompagner les QA qui sont aujourd'hui en place pour faire ce shift-là et pour avoir les bonnes compétences pour pouvoir s'adapter à ce nouveau rôle qui n'est pas du tout le rôle qui avait de la qualité il y a 1 an, il y a 2 ans. Je pense quand même on est en train d'aller à haute vitesse sur ce genre de sujet. Tu as un petit peu prononcé la chose, quoi. C'est T-shape. C'est quelque chose qui est assez pointu. Développer pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être. Pardon. En gros, l'idée, c'est d'avoir une connaissance horizontale peu profonde. C'est la barre horizontale du T. La barre verticale, c'est une spécialisation dans laquelle on est capable de deep diver. Et éventuellement, c'est l'idéal, bien sûr, d'évangéliser, d'expliquer, de mentorer, tout ça. Et en fait, même après, il y a des dérivés, c'est en forme de peigne, souvent, quoi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a souvent pas qu'une seule spécialisation, mais on en a plusieurs qui sont présents, développement et qualité logicielle, le métier aussi éventuellement. Exactement. Et le but, si vous voulez, du T-shape, c'est vraiment l'idée de se dire, aujourd'hui, on a des choses qui sont bottleneck dans le process de delivery et la qualité pour en être une. Et donc, comment on fait pour la rendre transverse dans toutes les équipes pour qu'en fait, ça soit fait au fil de l'eau. Et c'est du coup cette partie-là du T, donc ce qui est du coup transverse, c'est ce qu'on va retrouver du coup sur cette verticale-là et qui va être du coup honné par tout le monde et n'est plus un bottleneck vu que du coup il sera dispatché tout au long du process de delivery. Moi, je trouve ça très intéressant et je trouve que je suis en phase avec la vision et l'ambition. Mais je vais mettre un petit bémol parce que j'ai connu une même démarche dans le passé en disant l'automatisation c'est bien, c'est du dev, on n'a plus besoin de testeurs, on va tout faire. Et ça a été l'apocalypse sur les projets. Le point de vue que je note, c'est que pour faire ça, déjà, il faut avoir une culture forte de la qualité dans son entreprise et de pouvoir le gérer et de l'inculquer et de le pérenniser. Et le point fort, c'est le pérenniser. Quand on est d'une startup, on commence à 10, 20, 40, 50, 200, trouver des gens les meilleurs, les acculturer, les faire, les former, ça me paraît totalement envisageable. Quand on va commencer dans une boîte qui va faire 2000, 5000, 10 000 personnes,
est-ce qu'on peut le faire avec autant d'ambition? Je pense que la réponse n'est pas binaire et qu'il va falloir l'adapter au contexte et à la culture des entreprises pour pouvoir le faire. Parce que tout le monde n'a pas cette capacité ni technologique, ni méthodologique, ni à tirer les meilleurs talents pour pouvoir le faire. Pas parce qu'on fait des produits digitaux qu'on vend du service digital à haute valeur ajoutée qui nous permet d'être sur une trend de Google. Voilà, quand on est une boîte qui fait des avions ou qui vend des billets de train, ou autre chose. Notre produit final, c'est pas un service digital, mais c'est du transport, c'est de la logistique, et il y a des frais de structure qui sont pas les mêmes et qui font que c'est pas notre cœur business non plus. Donc, le fait est que Christophe le voit aussi parce on a des clients plus ou moins mammouths, et eux, y aller, Ils sont bientôt morts. Hein. je dois dire que s'ils font un copier-coller de ta façon de faire, le projet devient vite, on fait du chaos engineering, mais pas dans le bon sens du terme. Énorme Voilà, difficulté. Énorme difficulté. voilà, pour faire le jeu de mots. Mais il y a Mais Johan, voilà, on dirait qu'il vient de vous parler là. vas-y, Johan. Ouais, non, pas de problème. Non, mais je pense que c'était le bon moment pour moi d'intervenir parce qu'effectivement, appartenant moi-même à une méga structure, on ne peut pas vraiment parler ni de start-up ni de scale-up concernant mon employeur, je pense. On est 170 000 employés worldwide, donc effectivement, c'est un peu compliqué pour les délits. Nous, effectivement, on a un certain nombre de problèmes associés qui sont, on a des circuits, nous, extrêmement complexes, extrêmement longs. Donc, c'est relativement complexe quand on veut se parler d'accélération, d'agilisation, etc. Et nous, on a eu effectivement des problématiques qui étaient un petit peu autres. Et en ce qui nous concerne, moi, je suis sur des problématiques e-commerce. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'on n'envoie pas des gens sur Mars. On n'est pas en train d'essayer de sauver des vies. On est sur des problématiques quand même relativement simples. Hein. On vend des produits sur Internet. Donc, on va se détendre 2 minutes. En revanche, l'e-commerce, c'est des équipes digitales, des équipes marketing, des équipes CRM, de la logistique, de la supply chain, de la finance, et j'en passe et des meilleurs. Et effectivement, nous, on a opérer un braquet qui est un peu différent. Donc, je vais peut-être avoir un peu de redite pour vous, Antoine et Iman. On en avait déjà parlé, mais on a fonctionné, enfin, depuis 2 ans, on fonctionne sur une logique plutôt où on va tester l'expérience utilisateur. Ma logique, il y a 3 ans, a été de me dire, écoute, c'est simple, il n'y a pas de client, pas de business, enfin, pas de maison. Nous, les marques de notre groupe, on appelle ça des maisons. Pas de maison, pas d'IT, pas d'IPT, pas de Johan. C'est aussi simple que ça. Donc, on a un U-turn complet où on est parti sur une logique, oui, effectivement, de co-construction de persona auxquels on associait des journées e-commerce, des aventures e-commerce de bout en bout. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais voilà, nous, en tout cas, ça a été une façon pour nous d'opérer un braquet différent pour adresser à la fois de la qualité au bon niveau, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est de vendre des produits et que nos clients soient contents. Également d'adresser le bout en bout, parce que pour que le client soit content, il faut une bonne expérience online, il faut une bonne expérience offline, il faut une bonne expérience post-vente. Donc voilà, ça c'était en tout cas un des braquets qu'on a opéré. Et pour rebondir sur le sujet du fait qu'effectivement on n'envoie personne sur la ligne, on ne sauve pas des vies, les compétences, effectivement, comme tout le monde, on a du mal à en trouver. Mais par contre, on a suffisamment démystifié les choses pour les fabriquer chez nous, en fait. Quand je dis les fabriquer chez nous, c'est-à-dire de travailler avec des petits jeunes qui ont envie d'apprendre, de construire, qui ont une tête bien faite, qui ont une vision bien saine, et de leur dire, en fait, les choses, elles ne sont pas très compliquées. Tu as acheté des choses sur Internet, toi aussi, donc en fait, tu es le meilleur testeur du monde. Et en fait, de faire rentrer les gens dans ce mindset-là, qui est non, on va tester l'expérience utilisateur sur le bout en bout, en décompartimentant tu vois, tous les silos qu'on a sur le chemin et qui sont nombreux, a été d'une grande aide pour nous. Il y a plein de gens qui arrivent chez moi et qui ont même peut-être des fois jamais fait d'e-commerce, et aujourd'hui, ils gèrent des lancements marché tout seuls. Tout seuls. Voilà. Donc, on est un peu dans cette logique-là. Je ne sais pas si ça répond en partie aux questions, mais nous, on est quand même dans une logique où, effectivement, les atouts et les skills qu'on attend sont quand même de l'ultra-pragmatisme. On va être extrêmement clair. Une sensibilité client et donc business process qui vont permettre de répondre à ces besoins clients.
Et puis aussi de cassage de silos. Moi, je me suis acheté un nombre de perceuses incroyable pour casser tous les murs qu'il y a autour de moi. Il y a 2 semaines, on était à nouveau avec mon équipe. Chez Mano Mano, bien sûr. Hein. Comment Les perceuses chez Mano Mano, forcément. C'était tellement évident que j'ai même pas besoin de le mentionner. La semaine dernière, il y a 2 semaines, on était dans les entrepôts pour que mon équipe, qui sont des testeurs digitaux, rencontre les gens qui vont chercher les produits, empaquetent les produits, la gestion de la sortie de la marchandise, rencontre les gens qui gèrent le catalogue, la finance, le contrôle de gestion. Gemba Walk. Complètement connectés. Parce qu'en fait, l'expérience client, c'est ça, c'est la connexion d'un certain nombre d'expertises métiers. Et finalement, ce n'est pas des choses très compliquées. Pour que le client soit content, il faut qu'il puisse, son site internet il fonctionne, qu'il reçoive son colis dans les temps, qu'il soit facturé de la bonne facture, que derrière, on le contacte pour des produits qui le concernent et qui l'intéressent et qui lui montrent qu'on s'intéresse vraiment à lui. Voilà ma vision des choses dans un ultra gros écosystème qui est le groupe LVMH. Et du coup, Johan, pour faire ça, cette mise en relation, pour comprendre vraiment… Non, pas vraiment les perceuses, mais pour être faire un aspect de vie, ma vie des utilisateurs réels, des clients réels. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir des personnes dédiées ou est-ce que ça peut être du ressort de tout le monde? Moi, je pense que c'est du ressort de tout le monde à partir du moment où tout le monde achète sur Internet. Enfin, à moins d'habiter dans une caverne au fin fond de la forêt, on a tous à peu près accès à Internet, même de l'ADSL. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui est transposable à n'importe qui, au final. Mais justement, est-ce que vous avez aussi des équipes UX pour vous aider sur la gestion des personnages, que les gens puissent se projeter? Moi, je me rappelle, j'aime bien ces outils-là. J'aime bien à chaque fois prendre des outils qui sont en dehors du test pour essayer de fédérer en commun autour d'une démarche qualité-produit et en fait que les gens puissent se projeter à la place d'un client, mais aussi à la place d'un équipier. Et donc, c'était bien de pouvoir le faire. Et je trouve que c'est un outil très puissant, Personae, parce que c'est ludique, c'est dynamique et ça sort du quotidien. Donc, en fait plus, ça retrouve les questions de coaching et de se dire peut-être que quelqu'un, à un moment donné, va arriver pour mettre une impulsion, un nouvel outil qui est out of the box et qui va apporter de la valeur et créer du lien. Parce que finalement, ce qui marche, c'est quand les équipes travaillent ensemble. Et ça, c'est jamais un exercice facile. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Olivier, toi aussi, tu as une démarche un peu comme ça. Farah, toi aussi. Mais Christophe, je sais que tu adores les outils qui sortent du test, toi. Pas tous en même temps. Olivier. Vas-y. Ok. La collaboration, c'est la clé. Je pense qu'on peut faire un travail du super boulot tous ensemble. C'est ça qui va nous permettre d'avoir en sortie un résultat de qualité, plutôt que de s'évertuer à mesurer la qualité d'un truc qui est de mauvaise qualité. Je crois vraiment que c'est la bonne façon de faire. Je pense que ça nous aveugle parfois, toutes ces histoires de métriques, de nombre de bugs. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'offrir un service, un produit, une expérience de qualité à nos utilisateurs. C'est pas quelque chose qui est, c'est pas par pur altruisme évidemment. On fait ça pour que le business tourne, mais je pense que c'est ça le moteur du business. C'est pas une couverture de test ou je sais pas quelle pratique qui est un outil intermédiaire pour arriver à ce résultat. Donc je suis persuadé qu'il vaut mieux avoir des personnes formées et surtout désireuses de faire du travail qui sera jamais parfait, mais qui s'en approche, plutôt que d'essayer de mettre des rustines dans la chaîne de production. Moi, je trouve ça intéressant à chaque fois ce que vous dites. Excuse-moi, Farah. C'est que depuis le début, il n'y a personne qui dit moi, je veux quelqu'un qui maîtrise l'outil d'automatisation, les bonnes pratiques, le clean code, le DevOps. Mais finalement, on cherche des gens qui ont des méthodes et l'envie d'apprendre. Je suis à la fois étonné et pas étonné. Quand on a préparé le sujet avec Antoine, on avait plein de questions sur des sujets techniques et on se rend compte que finalement, ce qu'on cherche, c'est des têtes bien faites avec des gens qui ont envie d'apprendre au quotidien.
Donc, c'est peut-être ma petite contribution. Peut-être que tu allais rebondir sur ça ou autre chose, Farah, mais je suis agréablement surpris, on va dire. Alors, moi, je te rejoins totalement là-dessus et moi, je pense qu'en vrai, ça, quoi, la capacité d'apprentissage continu, je pense qu'on tout le monde le cherche, quel que soit le rôle. Que demain, vous allez, chercher en marketing, ou en support, je pense que, les profils phares que tout le monde recherche, c'est vraiment, des gens qui sont là, qui se battent tous les jours, qui veulent apprendre et qui stagnent pas. Surtout qu'on sait tous que, si on travaille dans la tech, c'est un must-have, quoi. Sinon, on va être vraiment dépassé par ce qui se passe. Bah, ce que je voulais dire juste avant, c'est que moi, je pense que oui, clairement, faire de la collaboration et la compréhension des autres équipes, ce que disait Olivier, ce que disait Johan, est vraiment très important. Moi, pour donner un exemple concret, parce que je pense que ceux qui nous écoutent aujourd'hui ont aussi besoin d'avoir quelque chose de concret pour savoir comment avancer. Moi, j'ai toujours aimé avoir une certaine proximité avec les équipes de support et de customer care. Ça a toujours donné à mes équipes une vision des problématiques récurrentes qui arrivent chez les supports et donc, in fine, des problématiques qui sont à traiter et sur lesquelles on a peut-être des lacunes en termes de qualité et qu'on n'arrive pas à traiter aussi bien en avance de phase. Typiquement, si on a des bugs récurrents côté technical support ou côté care sur la semaine, c'est peut-être dû à une release qu'on a faite et que du coup, on n'a pas assez testé. Et avoir du coup des échanges assez récurrents qui nous donnent ces indicateurs permet aux équipes d'être encore plus conscients en fait de la valeur business de ce qu'on livre et donc du coup de faire des tests avec une vision vraiment du risque qui a du sens. Donc ça, c'est pour la partie vraiment collaboration concrète. Et pour finir, les têtes bien faites, c'est ce qu'on recherche, c'est ce que je disais au départ. Mais moi, aujourd'hui, je vais avoir des profils qui sont différents dans mes équipes où on va avoir des personnes qui vont être plutôt des gens qui sont proches du fonctionnel, mais aussi des gens qui vont être très, très proches du développement et donc plus proches du software engineer ou du DevOps, ce que je disais au départ. Et donc là-dessus, principalement, les soft skills sont bons, mais les hard skills aussi. Et on a besoin de gens qui sont assez bons sur la technique. Par exemple, on a besoin des gens qui arrivent à comprendre l'infra, à comprendre comment on lance des environnements, à comprendre comment on gère les schedulers, les jobs, etc. Pareil pour les outils, qui connaissent les best practices quand on fait l'automation, comment notre code il doit être clean, comment on doit l'architecturer, etc. Et donc, en fait, on va vraiment aussi chercher, en tout cas pour ma part, je vais aussi chercher des personnes qui ont vraiment ces compétences techniques assez poussées pour qu'ils puissent être en capacité de coacher les autres. Parce qu'on ne peut pas prétendre coacher des développeurs si on n'a pas autant de connaissances que eux, voire même plus. Voilà. Je me permets juste de réagir parce qu'on parle beaucoup aussi des skills et qu'on attend des gens. Il y a peut-être quelque chose dont il faut aussi se parler, c'est les skills qu'on va attendre de la part de leur manager. Parce que ça va aussi ensemble. C'est-à-dire que tu peux avoir des gens qui ont la meilleure tête du monde possible, qui ont les plus grosses envies, mais en fait, si tu les laisses tout seuls, bah, en fait, c'est comme si tu n'arrosais pas une plante, même si c'est une plante grasse, à un moment donné, elle va crever. Et je pense que cette valeur qu'ont les gens et qui est ultra riche et qu'un manager doit savoir déceler, il doit savoir aussi l'animer, le développer en donnant des perspectives, en sachant déceler les atouts et les non-atouts de chacun. Et je pense que une tête bien faite et les bons soft skills n'ont de sens que si ils sont mis dans un cadre et qui sont projetés par un management bienveillant. Je ne pèse pas mes mots. Vraiment bienveillant sur le plan humain, à la fois pour eux, mais à la fois pour l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Je pense que ça va ensemble. Il ne faut pas qu'on oublie ça dans l'équation, à mon avis. Assez d'accord avec toi, Johan. Effectivement, faut être conscient qu'aujourd'hui, les personnes qu'on recherche, les techniques qu'on recherche vont être caduques dans quelques années, au fait. Donc, il faut vraiment être conscient que, surtout le monde de la qualité, je ne veux pas dire de test parce que c'est très réducteur à une activité de la qualité, le monde de la qualité va évoluer, ses contraintes vont évoluer et il s'adapte aux méthodes de développement, aux
aux structures des entreprises, à la taille des entreprises, aux techniques, aux outils. Donc, l'aspect curieux, pragmatique, etc., c'est d'autant plus vrai parce que effectivement, nous, c'est ça qu'on recherche. On a arrêté de chercher des compétences. Certes, des fois, on va chercher une compétence particulière pour un certain outil, etc., mais on est tous conscients qu'il va falloir quand même pousser ces personnes-là à apprendre quelque chose de nouveau. Et donc, pour répondre à la problématique du début, c'est comment chercher des compétences. Bah, tout simplement, on s'est mis à les former. C'est-à-dire que non seulement nous, on a des bootcamps au sein de notre entreprise, donc soit on embauche de l'extérieur pour arriver à ces bootcamps et au bout de 3 à 4 mois, ils sortent un peu formés vers les technologies, des méthodes qu'on souhaite, soit on travaille en parallèle avec des écoles. Dernièrement, l'année dernière, enfin c'était l'été dernier, j'ai créé tout le programme que je voulais voir, qu'on voulait voir formé par une école. Et d'ailleurs, les cours commencent lundi. Donc, c'est des axes différents comme ça qu'il faut maintenir et surtout toujours évoluer, toujours en gardant dans la tête que les compétences qu'on recherche aujourd'hui ne seront pas les mêmes demain. Donc, Du coup, c'est ça. Iman, c'est tes Oui, experts aussi qui vont donner des modules de formation dans l'école ou c'est l'école qui est autonome dans la gestion de ces formations? il y a plusieurs cercles. C'est une très bonne Mmh. question. En fait, c'est ça, on a multiplié. Il y a la pratique où on a des mentors qui vont maintenir en continu. On a les bootcamps pour, je vais employer le terme doper, stimuler. En fait, c'est très court, c'est intense. C'est des personnes, par exemple, qui ont un certain bagage dans le développement, qui veulent s'orienter en automatisation ou des plus plus en automatisation. Ils vont aller dans le bootcamp, ça va être intensif. On va les former sur un, 2, 3 langages ou quelques outils qui sont phares sur le moment. Et on a le travail avec les écoles. Donc, c'est plusieurs axes comme ça qu'on va maintenir et on va faire vivre et développer. Donc, il y a eu des bootcamps pour le Java, il y a pour l'automatisation, on va faire pour tout ce qui est BI et ainsi de suite. Et voilà, donc ça, c'était pour les compétences, mais je voulais juste revenir sur un élément qui est pour moi très, très important pour la sensibilisation de la qualité. C'est ce qu'a dit Joanne, on en a parlé. Ça rejoint la collaboration. Aujourd'hui, il y a un problème aussi, c'est que la qualité reste au niveau du produit et donc ce shift left et ce shift right. Et, et les autres services, on va dire, qui gravitent autour, se dédouanent de la qualité et se dédouanent de leur valeur ajoutée sur le produit final. Et c'est ce qui m'a amené à mettre un mot sur la méthode, c'est le shift up. Et justement, c'est sortir de tous ces services où ils ont traditionnellement leur valeur ajoutée. Et il faut aller chercher les autres services qui, mine de rien, ils ont un impact direct ou indirect sur le produit final. Et c'est ce que les équipes de Joanne ont fait. Ils sont partis chercher d'autres services, les sensibiliser. Et donc, c'est un effet dans les deux sens. Nos testeurs doivent aller voir ce qui se passe ailleurs et cet ailleurs doit venir voir ce qui se passe dans la fabrication de produits. Donc, la collaboration est essentielle. Et je reviens au sujet des compétences. Donc, les profils qu'on recherche, c'est quelqu'un qui est capable de travailler avec autrui et dans un autre monde. Quelqu'un qui est capable de parler à du marketing, à DevOps, à quelqu'un de technique, etc. C'est ce qu'on recherche. Ça me fait poser une autre question, parce qu'on parle beaucoup de compétences hard à obtenir, et ça, on sait comment faire, des formations, on sait que ça évolue. Mais finalement, la compétence qu'on cherche le plus et qu'on a du mal à trouver, c'est ces compétences interpersonnelles, la communication, l'échange, qui sont très liées à l'éducation, la culture de la personne, la culture de l'entreprise. Et finalement, le levier le plus compliqué, il est là aussi. Et c'est pas si évident. On parle en plus de profils qui, historiquement, étaient dans des murs, isolés, dans des TRA. Ils étaient dans un entre-soi.
avec ses avantages et ses inconvénients. Ça faisait une tribu. Mais maintenant, on leur demande de dire, voilà, voilà, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous au monde. Bah, comment vous faites au quotidien? C'est pas évident. Une fois de plus, au-delà de recruter la perle rare, on a quand même des gens dans nos équipes qu'on va pas dire: «Allez, tu t'en vas, on prend quelqu'un d'autre». Heu, sur ces personnes-là qui sont peut-être bons techniquement, mais finalement qui sont un peu des ours, il faut quand même les aider à s'ouvrir aux autres pour qu'ils apportent aussi leurs skills qu'ils ont, qu'ils peuvent partager. Heu, voilà, ce sera peut-être un autre thème finalement, Antoine. Je me rends compte que j'ouvre, quelque chose qui est très grand. Heu, Non, voilà. non, non. En fait, tu viens chercher la racine du mal quelque part, quoi. Il y a, je crois, lors d'une précédente table ronde à laquelle j'avais assisté avec toi, Antoine, j'avais évoqué le terme de ex-team. Ouais. C'est Ancona qui a développé ça dans ce livre. Alors, on voit rien, quoi. Ah, merde. C'est faux, franchement, c'est la merde, quoi. C'est bon, Voilà. on revoit. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans une équipe, il y en a toujours qui sont plus ou moins extravertis que d'autres, et qui sont toujours capables d'aller voir les autres, et d'autres moins. Et du coup, en fait, ce qu'elle propose dans ce format d'équipe, c'est qu'en fait, il y ait des ambassadeurs, des gens qui jouent un petit peu ce rôle en question, d'autres qui vont plus réseauter, en fait. Et c'est en fait ça qui va permettre d'ouvrir l'équipe vers cet autre. On peut difficilement forcer quelqu'un qui est, comme tu dis, autiste de naissance ou un truc comme ça, d'aller voir tout le monde, d'aller sur une table ronde ou autre. C'est tout sauf facile. Donc évidemment, un petit peu comme dans ce club des 5 ou dans Star Trek où tu as différents profils qui se mélangent bien, eh ben, c'est un petit peu comme ça que va se passer la magie, quoi. Farah, tu veux dire quelque chose? Exactement, je te rejoins, mais à 1000%, Christophe. Oh. Et moi, je dirais, tu vois, les leaders qu'on va chercher, qui vont du coup donner cette dynamique-là à l'équipe, aujourd'hui, c'est eux, en fait, qui sont difficiles à aller chercher. Parce qu'on ne sait pas où aller chercher, on ne sait pas quand on va approcher des talents, si ça va être les talents dont on a besoin sur ce point-là ou pas. Et moi, la solution que j'ai trouvée pour le moment, pour le faire, et donc là, je vous donne un petit tips. Moi, je cherche énormément des talents comme ça sur les communautés et sur les meet-up. C'est-à-dire, en gros, quand je vais à des meet-up ou quand je vois des gens qui sont dans des communautés et qui sont là, même s'ils ne sont pas actifs, mais je vois qu'ils réagissent, ils sont à l'écoute, je pense que c'est un bon signe, c'est un gage de qualité sur le fait que peut-être qu'il y a un niveau de leadership qui a envie de changer des choses. Et en fait, du coup, aller les chercher de cette manière-là, me permet après de créer une bonne dynamique dans mes équipes et de faire, propager en fait cette vision au niveau de l'équipe. Et donc voilà, donc c'est ce que je voulais dire, mais super tips aussi, Christophe, du coup, le fait de ramener, du coup des leaders qui vont emmener le train, de toute une équipe ailleurs. Et au risque de me répéter, les leaders, comme les QA ou appelez ça comme vous voulez, ça peut aussi se construire, ça peut se former, ça peut se forger. Oubliez ça, je pense. C'est ça. Ouais, Il je faut suis leur d'accord. laisser excuse-moi Jean-François, parce que oui, tu as dit ceux qui ont été isolés par la TRA, etc. Ceux qui veulent parler, qui veulent discuter, qui veulent collaborer, ils ne restent pas longtemps isolés. Donc, d'eux-mêmes, ils vont s'extraire et ils vont aller ailleurs. Et pour rebondir ce que Farah et Joanne viennent de dire, il faut aller les chercher, mais il faut aussi savoir les attirer. Quand il y a un sens, il faut toujours chercher l'autre sens pour atteindre un équilibre. Oui, tu peux aller le chercher, mais tu peux l'attirer. Si tu parles d'une communauté de pratique chez toi et que tu cherches des coachs et que les coachs, ils ont de la valeur dans ton entreprise, on les favorise, on leur donne leur moment de parole, etc., clairement, ils vont venir tout seuls. Donc, c'est vraiment dans les deux sens. Et nous, dans la pratique, c'est exactement ça qu'on fait. On cherche qui veut. Il y a toujours un petit pourcent, 10, 15%, si on a de la chance, un 30% qui veulent l'idée parce qu'ils sont passionnés. Et ils vont attirer les autres. Et je suis désolé. Et après, Vas-y, Joanne, je vas-y. vous laisse parler, je suis désolé. Je pense aussi qu'un leader, en fait, il se découvre lui-même. Un bon leader, c'est pas celui qui veut l'idée. Un bon leader, c'est celui qui se découvre leader en étant passionné et en ayant une vraie vision de ce qu'il fait. Un passionné. Vous avez 4 heures. Non. Il y a un phénomène qui se produit dans les entreprises qui est intéressant.
J'ai découvert ça en discutant avec une sociologue. C'est le terme d'éthos. Ça vous parle? E-T-H-O-S. L'éthos professionnel, c'est en fait un phénomène qui se produit avec les gens lorsqu'ils veulent se conformer à un groupe sociétal. Les youtubeurs, par exemple, les influenceurs, doivent absolument avoir le ring light. Ils doivent absolument avoir ci, ils doivent absolument maîtriser le montage. En fait, si on regarde bien, toutes ces choses qui font que, normalement, c'est, je veux dire, apprendre à utiliser de première ou une caméra ou autre, ça demande du travail, de l'investissement. Et en fait, parce qu'ils veulent se conformer à cet ethos en question, ils vont faire tout seuls cet apprentissage. Et ça, en fait, on constate qu'au niveau de la profession, au niveau de n'importe quel métier, lorsqu'on a envie bien sûr, d'adhérer à ce groupe sociétal, à cet ethos en question, ben c'est là où on va se dépasser, voire même au détriment de ses propres bénéfices a priori initiaux. Donc, C'est Hyper intéressant, Christophe. Excuse-moi, mais Christophe, t'es sûr que c'est ethos, c'est pas eros, c'est pas le terme. ethos, non, rien à voir avec l'érotisme. Non, non. Parce que je me Ethos, dis, ETHOS, ETHOS Ah, professionnel. ETH. Est-ce que l'éthique vient de ce mot? Non, ça c'est l'être. Ethos qui a fourni aussi éthologie, par exemple. Ou Intéressant. encore le web, peu importe, ça m'échappe. Mais c'est l'être. OK. merci Christophe. En point de vue des tips justement pour les soft skills, peut-être que moi je peux dire comment on fait dans nos équipes justement pour essayer de. Je vais essayer de reprendre une analogie un peu similaire à celle de Joanne sur les plantes, la plante grasse. Je dis bon, il faut planter la petite graine qui va faire permettre que l'échange, l'auto-formation, voilà, va grandir. Et en gros, ça se décrète pas l'autonomie. Ça se décrète pas, on n'arrive pas à lire. Ça se décrète pas et il faut les accompagner. Et donc, quand on a un profil un peu technique qui a fait de l'automatisation, bah, il a fait quelque chose. Bah, comment il va déjà le présenter à ses collègues? Comment on va l'aider à le préparer, à gérer sa communication pour faire passer un message? Voilà, ça se prépare. Moi, je dis souvent, n'oubliez pas que quand vous présentez quelque chose, c'est tout bête, il faut raconter une histoire. Quelle histoire tu as envie de raconter? C'est pas juste présenter un outil. Et donc, ça s'accompagne. C'est pas parfait. Il faut faire tomber les peurs de chacun pour qu'ils aient pas peur de présenter. Alors, Iman, toi, en Amérique du Nord, au Canada, vous avez beaucoup plus la culture de la communication orale, mais en France, c'est quand même un gros frein psychologique, mine de rien. D'accord. Oui. Il faut bien en avoir conscience. Et donc, nous, il faut mettre quand même ce terreau fertile pour que les gens s'expriment de façon un peu plus libre en public, même avec ses propres collègues. Des fois, on voit certains freins. Et ce n'est pas un problème de compétence, c'est juste un problème de culture et d'éducation. Une compétence. Une éducation écrite et pas orale. Et c'est vraiment compliqué. Voilà. Bah, Ça, c'est un au-delà de voilà. le côté écrit oral, là, un problème que j'ai malheureusement bien noté, c'est la différence avec l'Amérique du Nord. En France, il y a beaucoup de cases. OK, il y a beaucoup de cases, il y a beaucoup de rôles, il y a des différents niveaux. Donc, le côté collaboration, il n'est pas si évident pour toutes les entreprises, surtout quand elles sont ancestrales et assez traditionnelles. On peut avoir des bonnes surprises, mais globalement, c'est vraiment la hiérarchie et mettre des gens sur des cases. Donc, à une table ronde avec Antoine, on avait parlé de ça et ça influe pour moi énormément la qualité. C'est quand il y a la valeur orale ou écrite d'un rôle va être supérieure à la valeur de quelqu'un d'autre, alors que les deux vont travailler ensemble pour la même qualité, le même produit. Et ça, c'est très, très fort malheureusement en France. Donc, il y a des décisions qui sont prises par des personnes qui vont se dédouaner de la responsabilité de la qualité et c'est elles qui vont avoir le dernier mot. Donc tout ça ne facilite pas non plus l'épanouissement de tous les rôles. En fonction de la casquette que tu as eue, en fonction du diplôme que tu as eu. On voit même ça au niveau diplôme et tout ça, on ne le voit pas en Amérique du Nord. Donc c'est vrai que ça aide les personnes à collaborer beaucoup plus facilement, à s'ouvrir plus facilement, à changer de métier. Donc pour nous, les bootcamps, les pratiques, les choses comme ça, ça se passe beaucoup plus facilement, effectivement. Oui, c'est vrai. Et là, ça rejoint la culture du pays.
Merci. Ouais, Je vois qu'on ouais. arrive à la fin. Vas-y, Olivier. Ah pardon, oui, rapidement, je voulais juste partager Mhm. mon expérience Ouais. sur la transformation de poste de testeur vers quality advisor. Ouais. C'est quelque chose qui se fait pas sans mal, effectivement. C'est un vrai challenge. C'est surtout en termes de posture, une personne qui était habituée à être plutôt dans le essayer de satisfaire le reste de l'équipe en faisant ce qu'on attend d'elle, passer à une personne qui va challenger le comportement, les comportements, les pratiques d'une équipe. C'est très difficile. Je pense que le fait de changer d'équipe, de changer de contexte, ça peut être sain dans cette démarche. C'est très difficile d'off d'avoir cette impression de donner une image qui, rompt avec l'image qu'on donnait hier. C'est assez compliqué. C'est un Ça faisait un peu un peu, reset lorsque organisationnel, c'est ça? C'est un changement de positionnement qui n'est pas négligeable, hein. tout à fait. C'est un petit peu le même type de changement de relation lorsque, par exemple, on est, super amis avec des collègues et que, l'un de ses collègues ou soi-même, on est promu, qu'on devient manager, on a forcément un changement de comportement qui est attendu socialement et qui est pas facile à vivre pour tout le monde. C'est ça. C'est un petit peu le même phénomène à mon sens. Est-ce que par hasard, est-ce que tu as vu une différence dans la typologie des profils? Je vais faire très caricatural avec des profils plutôt tech et d'autres plus méthode. Parce que moi, le retour de j'expérience que j'ai, c'est que finalement, j'ai vu des gens qui étaient très très bons en méthode, qui ont pris ce genre de positionnement beaucoup plus facile parce que ils se dédouanaient plus facilement de leur base, qui était finalement plus métier, alors que ceux qui sont très techniques, qui avaient besoin d'être ancrés dans le concret, et j'ai trouve que, alors on peut pas faire des généralités, mais j'ai trouvé quand même que le gap pouvait être plus difficile parce qu'on a tendance à être très focus sur l'opérationnel, alors qu'on doit être avec une prise de hauteur, une vision et vraiment cet accompagnement qui est vraiment, je dirais pas c'est pas de la prise de hauteur, c'est un pas de côté en fait, si je Ouais, le dis comme ça. j'ai exactement la même expérience. Alors, je sais pas si à partir de nos 2 expériences, on peut en tirer une règle universelle, mais en tout cas, je partage ce point de vue. Les personnes qui étaient plus attirées par la partie fonctionnelle, plus côté user expérience, ont beaucoup plus de facilité, et les personnes qui sont plus attachées au code ou aux aspects techniques ont préféré se diriger vers du tooling ou des choses comme ça, effectivement. Tout à fait. Est-ce qu'au final, c'est pas des gens qui avaient déjà plus l'habitude de communiquer et de partager et finalement, le lien est beaucoup plus facile? On revient sur la skill, des soft skills, tout ça tout simplement peut-être, la conclusion est peut-être très rapide. Je suis d'accord. Je pense, ouais, effectivement, qu'il faudrait creuser plus que ça Ouais, et avoir un panel de retours d'expérience plus vaste. Ouais. ouais, tout à fait. Ça aide parce que ce sont des compétences qu'ils employaient déjà, ils utilisaient déjà. Donc ça les aide. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit 2 typologies de profils, plus techniques et plus méthodologiques qui émergent globalement avec des organisations qui vont être avec toujours des gens, des quality engineers qui vont être toujours dans les équipes et des profils qu'on voit quand même de façon partout globale, qui vont être dans l'accompagnement. Donc en termes de profil, c'est intéressant à savoir parce que sur la compétence, le leadership, le management et les compétences techniques, bah, ça met un socle sur ce qu'on veut faire en termes de compétences. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que très peu de gens ont dit bah, il faut des compétences techniques sur tel sujet, parce que finalement, on considère que ça, on va réussir à les acquérir même si on les a pas, ou on arrivera à les faire venir par une manière ou une autre, et que finalement, Mais c'est en l'envie même temps, d'apprendre, l'envie de partager, et qui finalement est le facteur X. ces compétences techniques, c'est un petit peu dans un diagramme de Canot les compétences basiques. Oui, mais C'est nécessaire, mais c'est c'est pas ce dont on nécessaire, parle. mais par contre, ça implique que quand même, on doit mettre un écosystème pour acquérir ces compétences techniques qui vont évoluer. Voilà. Moi, je sais que les automaticiens, bah, connaître GitLab, connaître Docker, connaître Jenkins, éventuellement Ansible, enfin des produits, des outils du DevOps, aujourd'hui, c'est un must-have, donc ils doivent les avoir. Éventuellement, connaître le clean code, le TDD aussi, parce qu'ils développent. Et préparer en fait le changement vers cet accompagnement. Et comme l'a dit, je sais plus, Farah et Olivier, c'est difficile de dire à quelqu'un qui doit faire, alors que toi, tu prends pas en compte cette pratique-là
Donc, il faut l'avoir manipulé à un moment donné pour pouvoir l'expliquer et convaincre. Donc, c'est un challenge, mais voilà, je pense qu'on regarde beaucoup d'automaticiens qui disent qu'il faut faire du TDD, mais qui, eux, ne le font pas sur leur développement à eux. Donc, c'est Par contre, ils compliqué. peuvent faire de la TDD. Mais il peut faire de la TDD déjà. Mais tout à fait. Mais ce que je veux L'absence de dire, TDD. l'absence de TDD, Non, acceptance test driven. Elle est bonne. c'est ça. Et Plus on la un prend. point pour Olivier. Plus C'est 5 ça. points pour Olivier. Non, mais ça veut dire que quand même, c'est complexe et il y a beaucoup de compétences et que on peut pas toujours aller les chercher et qu'il faut les former et il faut mettre. Je sais plus qui c'est, Iman ou Farah qui a parlé de dynamique. Finalement, si on veut y arriver, il faut mettre une dynamique. Et je trouve le terme très intéressant. J'ai entendu, je crois, Johan et Olivier aussi qui parlaient de mentoring. Moi, je trouve que c'est vraiment indispensable. C'est pas tout de former à un moment, à un instant T. Il faut que ça soit continu et qu'il y ait un écosystème, le manager, un expert, une communauté de pratique, mais qu'on ait cette capacité d'échanger sur ce qui a marché et pas marché. Et j'insiste sur le pas marché parce qu'on apprend aussi beaucoup sur ce qu'on a mis en place et ce qui n'a pas marché. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose dans le résumé, Antoine, je te laisse peut-être la parole et refaire un tour de table si vous voyez autre chose. Mais Non, je je trouvais réfléchissais ça justement très à ce que vous pertinent. expliquez. Ouais, en disant, c'est quoi le challenge du QA au QA? Donc on se dit, il y a plein de compétences hard skills, mais globalement, il y a des bootcamps, des trucs, ça s'améliore, du self-learning, self-paced et tout, ça va se faire, je pense. Je pense que le point de Farah qu'elle a remonté, et les exemples d'Olivier ou Joanne, en fait, c'est ça, c'est se dire, si on veut cranter des skills de QA vers le produit, vers le dev, vers le code, etc., en fait, ce qu'il faut réussir à trouver, c'est des leaders, voilà, un peu à tous les niveaux. Ça veut pas dire qu'on en a besoin. Tous doivent pas être des leaders, mais c'est plus ça qu'il faut réussir à cranter. C'est un écosystème où les gens vont parler avec les gens du produit, avec les gens du call center, les gens qui veulent se former, on leur donne les moyens, mais on les pousse. Moi, ça me semble beaucoup être ça le sujet, c'est de trouver des leaders et pas des managers, quoi. C'est un peu ça. Et si je puis me permettre aussi, peut-être aussi retirer de la complexité là où on n'en a pas besoin. Oui. Tu vois, je parlais du pragmatisme tout à l'heure. Bon, parti pris chez nous, tout ce qui est solution de test auto, on est parti nous sur des solutions beaucoup plus simples, très plaisantes, codeless. Et en fait, aujourd'hui, certes, c'est sûr que si tu es un codeur et que tu es un automaticien de formation, il vaut mieux pas venir chez moi parce que tu vas te faire un peu chier. Par contre, aujourd'hui, n'importe lequel de mes QA design des tests auto et les maintient. Donc, rentre dans ce mindset-là aussi d'importance du test automatisé dans la logique de qualif. Donc, tu vois, ça permet déjà de relier deux mondes et de retirer de la complexité et retirer un besoin d'expertise là où, en tout cas, encore une fois, c'est un parti pris. Donc, je dis pas que ça doit être une vérité vraie, mais au final, moi, avoir un outil où tu fais du record, du drag and drop, et au final, bon, bah voilà, en 1 heure, tu as automatisé 5 scénarios clients sur ton e-commerce. Bah, bon, ça, c'est bien le rôle c'est le rôle du lead, quoi. C'est le mec qui voit du début à la fin et dit créez-moi de la valeur bout en bout, pas localement, quoi. Donc, ouais, et puis surtout sans avoir besoin d'une vraie expertise. Mon point était aussi là. Il y a un acronyme pour ça, Johan. Christophe doit le connaître, c'est KISS. Keep it simple, stupid. C'est vraiment ça, c'est dire si tu fais quelque chose, limite un enfant de 4 ans doit le comprendre. Exactement. Et par contre, pourquoi mettre de la complexité inutile? Ça ne sert à rien. Exactement. Et par contre, comme je sais que tu as de la matière grise comme tout le monde, concentre-toi sur des sujets qui sont autrement plus intellectuellement intéressants, qui ont autrement plus de valeur ajoutée. Voilà. Yes. Ok. Mot de la fin, Farah ou pas, tu as quelque chose à ajouter? Pas forcément. Oui, en fait, moi, j'ai beaucoup apprécié cet échange, mais j'ai l'impression que ce qu'on est tous en train de dire, c'est qu'en vrai, on cherche des profils qui sont en capacité de s'adapter. C'est des profils, en fait, finalement, qui sont assez prêts à changer de casquette tout le temps, d'être là à l'écoute de ce qui se passe sur le marché et de s'adapter par rapport aux nouveautés, finalement. Et qui ont cette intelligence-là, du coup, finalement, de bouger d'un rôle de quality assurance à quality assistance, à un rôle de quality engineer, à un rôle qui va être plus de leadership. Donc voilà, donc moi, c'est ce que je retiens, on va dire, de notre échange d'aujourd'hui, c'est cette adaptabilité des talents. Donc, si on le dit autrement, ça tient aussi à nous quand on va avoir des recrutements ou des rotations dans des équipes sur des gens qui vont venir faire du test, à accepter de prendre des paris. Parce que
on dit tout ça, mais après, on a des contraintes de projet et on cherche tous la meilleure compétence au meilleur moment. J'ai un projet, je ne sais pas, on fait de l'Angular, je veux du Cypress, je veux quelqu'un qui connaisse parfaitement Cypress. Et des fois, on ne l'a pas. Et il faut prendre le pari et accepter d'aller un peu moins vite pour miser sur un potentiel. Et ce n'est pas toujours facile dans des contraintes projet. Là, on dit tous ce qu'on souhaite au mieux, mais dans la réalité concrète de nos clients, de nos projets, de nos activités, euh, comment on fait pour réussir à prendre un peu plus de paris et accompagner les gens. Et ça, je pense que c'est notre rôle sociétal de toutes les entreprises de se dire, on fait grandir les gens. Et même avec la meilleure volonté du monde aujourd'hui, on ne le fait pas assez bien. Et je pense que c'est vraiment à l'initiative de ça, de ce postulat qu'on a échangé avec Antoine et qu'on voulait faire cette table ronde et de se dire, au-delà des discours, comment on va y arriver pour que donner la confiance et permettre aux gens d'avoir un socle minimum de base de formation, que ce soit technique, méthodologique, soft skills, pour donner à tout le monde l'envie de prendre un peu plus ce risque. Voilà, c'est pas en une heure qu'on trouvera la solution. Il y a beaucoup d'initiatives qui se font de part et d'autre. Donc, j'ai bon espoir qu'on arrive à faire bouger les compétences et le marché pour pouvoir atteindre nos objectifs de qualité. Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site qaunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine!